Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 8 mai et après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Retail, l'IA devient un moteur de rentabilité en Europe, à lire sur e-commerce mag. Rakuten, l'ex-Price Minister, cherche un repreneur pour éviter la fermeture en France, à découvrir sur Siècle Digital. Yves Rocher, les 3 piliers d'une transformation stratégique, à lire sur République Retail. Et enfin, Amazon annonce qu'il va investir plus de 15 milliards d'euros en France sur 3 ans, à lire sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 259 enregistré avec Faustine Samin, directrice de l'expérience client omnicanal chez Castorama, et Vincent Torres, fondateur de Reverse.io. Pendant longtemps, le service client a été considéré comme un centre de coût. Dans cette conversation, nous regardons comment il devient progressivement un levier de fidélisation, de recommandation et de création de valeur. Nous parlons de l'exécution, de la promesse, après l'achat, du rôle de la donnée, des retours produits, de l'omnicanalité, mais aussi de la façon dont l'IA et les technologies agentiques vont transformer le parcours client dans les années qui viennent. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu, cette semaine, le commerce continue de se transformer à une vitesse assez paradoxale. Le contexte économique reste hésitant, la consommation demeure contrainte dans de nombreux secteurs et pourtant les investissements technologiques, eux, accélèrent partout, comme si une partie des acteurs du marché avait désormais intégré qu'attendre devenait plus risqué qu'avancer. L'intelligence artificielle sort d'ailleurs progressivement du discours prospectif pour entrer dans les comptes d'exploitation. Le rapport NRF 2026 le montre assez clairement. Les distributeurs européens ne parlent plus uniquement d'expérimentation ou d'innovation. Ils cherchent des gains mesurables de productivité, de marge, d'efficacité opérationnelle. Et l'IA commence à s'installer dans les opérations quotidiennes, gestion des stocks, relations clients, logistique, personnalisation, retail média. Et surtout, les enseignes qui semblent prendre de l'avance sont rarement celles qui multiplient les proof of concept, ce sont plutôt celles qui intègrent ces outils dans leur fonctionnement global. Les résultats de Zalando vont dans ce sens. Derrière les très bons chiffres du trimestre, près de 24% de croissance du chiffre d'affaires, il y a surtout une entreprise qui utilise désormais l'IA comme un outil industriel. Les robots automatisent plusieurs millions de préparations de commandes chaque mois, les fiches produits sont enrichies automatiquement, les catalogues sont mis en ligne beaucoup plus rapidement et l'assistant conversationnel du groupe a déjà été utilisé par des millions de clients. Ce qui frappe ici, ce n'est pas la démonstration technologique, c'est le niveau d'intégration opérationnelle atteint par le groupe allemand. Chez Carrefour, le mouvement paraît plus discret mais probablement tout aussi structurant. L'enseigne poursuit sa politique prix, accélère l'intégration des anciens magasins Cora et continue d'étendre son réseau de proximité. Mais l'information la plus intéressante de la semaine est peut-être ailleurs. Carrefour a intégré son offre dans ChatGPT. Beaucoup verront cela comme un simple canal supplémentaire. En réalité, cela dit quelque chose de beaucoup plus profond sur l'évolution du commerce. Une partie du parcours d'achat commence déjà à sortir des environnements que les enseignes maîtrisaient historiquement. Amazon, lui, continue de jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Les 15 milliards d'euros annoncés en France serviront autant à renforcer les infrastructures cloud qu'à densifier le maillage logistique du groupe. C'est probablement l'un des grands enseignements du moment. Plus le commerce devient numérique, plus les infrastructures physiques redeviennent stratégiques. Les centres de données, les entrepôts, les capacités de livraison rapide ou la proximité géographique reprennent une importance considérable.
À l'inverse, certains acteurs historiques donnent le sentiment de ne plus vraiment réussir à exister sur un marché devenu beaucoup plus polarisé. C'est le cas de Rakuten France. L'ancien Price Minister avait pourtant été un pionnier de la seconde main et de la marketplace entre particuliers, mais entre Amazon et Vinted et les plateformes spécialisées, la proposition de valeur de Rakuten semble progressivement devenue moins lisible pour les consommateurs. Avoir une marque connue ou un groupe international derrière soi ne suffit plus lorsque l'usage n'apparaît plus indispensable. L'offensive de GameStop sur eBay mérite aussi qu'on s'y arrête quelques minutes. Au-delà de l'effet spectaculaire de l'opération, un distributeur physique qui tente de racheter une grande plateforme numérique, il y a une intuition intéressante derrière ce projet. GameStop veut utiliser son réseau de magasins comme des lieux d'authentification, de traitement et de réassurance autour des transactions e-commerce. Finalement, plus le commerce devient digital et automatisé, plus certains acteurs redonnent de la valeur au contact physique lorsqu'il s'agit de créer de la confiance. Le magasin redevient aussi un sujet central chez Yves Rocher. L'enseigne investit dans les diagnostics assistés, la formation des conseillères, les parcours expérientiels et la fidélisation relationnelle. Là encore, le sujet dépasse largement le secteur de la beauté. Yves Rocher cherche à recréer de la préférence de marque dans un marché où les coûts d'acquisition augmentent et où les arbitrages budgétaires se multiplient. Le fait que les diagnostics capillaires puissent augmenter le panier moyen de 30% montre bien que la valeur se déplace progressivement vers le conseil, l'accompagnement et la qualité de l'expérience. Même le luxe entre dans une phase de rationalisation plus visible. Les réflexions autour de potentielles cessions de marques chez LVMH montrent qu'un groupe comme celui de Bernard Arnault commence lui aussi à réexaminer la place de certains actifs dans son portefeuille. Les marchés américains et chinois ralentissent, certaines catégories deviennent plus complexes à faire croître et les groupes concentrent davantage leurs ressources sur les maisons capables de soutenir durablement leur rentabilité et leur désirabilité. Au fond, la semaine raconte surtout un commerce qui devient beaucoup plus exigeant, les positions intermédiaires deviennent fragiles et les acteurs capables d'investir massivement dans leurs infrastructures, leurs données, leur logistique ou leurs interfaces conversationnelles prennent progressivement de l'avance. Les autres doivent trouver une singularité suffisamment forte pour rester visibles dans des parcours d'achat qui deviennent eux-mêmes de plus en plus automatisés. Retail, l'IA devient le moteur de rentabilité en Europe, à lire sur e-commercemag.fr en date du 7 mai. Selon le rapport NRF 2026, le secteur de la distribution accélère son intégration des outils numériques. Entre gains de productivité mesurés et nouveaux modèles de revenus, les enseignes européennes déploient désormais l'intelligence artificielle comme un socle opérationnel indispensable pour rester compétitive. Dans les allées des magasins comme dans les centres logistiques, les algorithmes sont sur le point de dicter les priorités des plateformes des performances financières. Ainsi, selon le communiqué diffusé par la NRF, 39% des distributeurs prévoient que l'IA représentera plus de 10% de leurs dépenses technologiques d'ici 3 ans. Actuellement, 77% des acteurs y consacrent encore moins de 5% de leur budget, mais la bascule vers un engagement concret est amorcée. Les gains financiers sont déjà palpables, notamment dans le développement informatique et la personnalisation de l'offre, où le retour sur investissement atteint respectivement 50 et 48%. Une hausse mesurable de la productivité européenne, une efficacité qui se traduit par des indicateurs de performance en nette progression sur l'ensemble du continent. L'adoption de ces technologies augmente la productivité au travail de 4% en moyenne dans l'Union européenne, un chiffre qui grimpe pour les entreprises investissant dans la formation de leurs équipes. D'ici 2029, l'IA agentique pourrait traiter seule 80% des demandes clients usuelles,
permettant une réduction des frais de fonctionnement de 30%. Parallèlement, le marché européen de ces solutions logicielles devrait atteindre une valeur de 21,5 milliards de dollars à l'horizon 2032. Juniper Research évalue d'ailleurs à 6,6 milliards de dollars les dépenses mondiales liées aux agents virtuels pour l'expérience client d'ici 2027, contre 1,3 milliard en 2025. Une réorganisation des modèles d'affaires au-delà des simples économies, c'est l'ensemble de l'organisation qui se transforme pour devenir plus prédictive. Annika Vos souligne que l'intégration réussie dépend de la capacité des entreprises à placer ces outils au cœur de leur système d'exploitation global plutôt que de multiplier des projets isolés. Dans le secteur de la mode, Benjamin Servants précise que l'objectif consiste à passer d'un modèle réactif à une anticipation fine des stocks pour limiter la surproduction. Cette approche permet de réduire de 15 à 20% les démarques de fin de saison grâce à une analyse en temps réel des signaux du marché, comme la météo ou les tendances sociales. Par ailleurs, les modèles allégés en actifs basés sur les licences de marque, comme celui d'Authentic Brands Group, gagnent du terrain en minimisant les risques liés au stock physique. Le magasin physique, au cœur de la nouvelle donne. En outre, le cadre réglementaire, incluant le RGDP et l'IA Act européen, impose une rigueur qui favorise finalement la confiance des consommateurs. Les distributeurs alimentaires comme Tesco, Carrefour ou Riway utilisent désormais ces outils pour affiner leurs prévisions au niveau local, réduisant ainsi le gaspillage de manière significative. En complément, le retail média en magasin devient un levier de profitabilité essentiel. En monétisant le trafic physique via les écrans pilotés par des données en temps réel, les enseignes captent des budgets publicitaires avec des marges bien supérieures à leur activité traditionnelle. Comme le rappelle Nijolet, directrice ICAI, le but final est de déléguer les tâches répétitives pour que l'humain apporte une véritable valeur ajoutée lors des interactions physiques. Cette transformation sera bien sûr au centre des débats du salon Retail's Big Show Europe, prévu du 15 au 17 septembre 2026 à Paris, et qui devrait réunir 12 000 participants et 525 exposants venus de plus de 60 pays. Rakuten, l'ex-Price Minister, cherche un repreneur pour éviter la fermeture en France, à lire sur siècledigital.fr en date du 6 mai. Price Minister, pour ceux qui s'en souviennent, avait quelque chose de pionnier. Fondé en 2000, le site permettait aux particuliers de vendre leurs objets d'occasion bien avant que Le Bon Coin ou Vinted ne deviennent des réflexes. En 2010, le géant japonais Rakuten rachète la plateforme, la rebaptise à son nom et promet d'en faire un acteur incontournable du e-commerce en Europe. Un déclin que rien n'a enrayé. En 10 ans, le nombre de clients a fondu d'un tiers. Le trafic a chuté de 42% sur la même période. Rakuten a pourtant investi, modernisé la plateforme, intégré de l'intelligence artificielle dans ses outils. Rien n'a suffi. Le marché du e-commerce français ne manque pas de place de marché. Il en déborde. Amazon écrase tout. Ses discounts résistent tant bien que mal. Vinted a capté le segment de la seconde main. Rakuten France, coincé entre ses concurrents plus gros et des spécialistes plus agiles, a glissé lentement hors du radar des consommateurs. La direction assume le constat dans son communiqué. Le projet de cession ou de fermeture a été présenté aux représentants du personnel le 7 avril. La recherche d'un acquéreur reste la priorité. Si personne ne lève la main, l'activité de la marketplace fermera à partir du troisième trimestre 2026. 180 salariés sont dans l'incertitude. 180 salariés travaillent encore pour Rakuten France. Il y a des développeurs, des commerciaux, des équipes pour le support. Pour eux, les prochaines semaines vont déterminer si leur emploi survit ou disparaît. La recherche de repreneurs est en cours, mais aucun nom ne circule publiquement. De plus, le calendrier est serré.
Rakuten se recentre, alors la France trinque. Le groupe japonais ne quitte pas le pays entièrement. Rakuten garde un pied en France à travers ses branches télécom, sa liseuse numérique Kobo et sa messagerie Viber. La maison mère qui emploie 25 000 personnes dans 30 pays pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 11 milliards d'euros, fait le choix de se concentrer sur ce qui fonctionne et le e-commerce français ne fait plus partie de cette liste. Un signal d'alarme pour tout le secteur. Avoir de la notoriété, un historique solide et un groupe mondial derrière soi ne protège de rien quand le produit ne se démarque plus. Price Minister avait inventé un usage, Rakuten France n'a jamais réussi à en inventer un autre. L'e-commerce français a longtemps compté une demi-douzaine d'acteurs généralistes. Les plateformes du milieu, celles qui ne sont ni les moins chères ni les plus pointues, disparaissent les unes après les autres. Rakuten France pourrait bien être la prochaine. Yves Rocher, les 3 piliers d'une transformation stratégique à lire sur republic-retail.fr en date du 5 mai. Face à une concurrence accrue et l'évolution des comportements d'achat, Yves Rocher engage une transformation en profondeur de son modèle. Expérience en magasin, fidélité et accessibilité produit. La marque déploie un plan structurant pour renforcer son lien client et maintenir sa position dominante sur le marché français de la beauté. Acteur historique du marché, Yves Rocher n'échappe pas aux tensions qui traversent aujourd'hui l'univers de la beauté. Montée en puissance des pure players, pression des enseignes spécialisées, émergence des DNVB, transformation des usages digitaux et arbitrage liés au pouvoir d'achat. Le modèle traditionnel du secteur de la beauté est challengé sur tous les fronts. Dans ce contexte, la marque de dermo-botanique, comme elle aime se qualifier, revendique toujours une position solide. Numéro 1 de la beauté en France, en valeur, depuis près de 20 ans, selon le World Panel. Elle s'appuie sur une base de 8 millions de clientes dans l'Hexagone, soit une Française sur 4. Et recrute encore plus de 1,2 million de nouvelles clientes chaque année. Elle reste également la deuxième marque préférée des 18-35 ans, selon YouGov, et le troisième site e-commerce beauté, selon la FEVAD. Mais cette position ne suffit plus à garantir l'avenir. Aujourd'hui, on fait de l'expérience client un de nos principaux leviers de conquête, explique Julie Rosenkranks, directrice générale d'Yves Rocher France. Pour répondre à ces mutations, l'enseigne a engagé un plan de transformation d'envergure amorcé après le Covid et renforcé en 2025 par un investissement de plus de 100 millions d'euros du groupe Rocher sur l'ensemble de ses marques. Celui-ci repose sur 3 axes structurants: la refonte de l'expérience magasin, l'évolution du programme de fidélité et l'adaptation de l'offre produit. Réinstaller le magasin comme lieu d'expertise face à la concurrence digitale. Premier pilier de cette transformation, le point de vente. Dans un marché où digital capte une part croissante des achats, Yves Rocher fait le pari de renforcer le rôle du magasin, non plus comme simple canal transactionnel, mais comme espace d'expertise et de conseil. L'enseigne de beauté a engagé un vaste programme de rénovation de son parc. À horizon 2026-2027, environ 170 boutiques auront été transformées pour adopter une nouvelle identité centrée sur l'expertise dermo-botanique. L'objectif est de rendre plus lisible la proposition de valeur de la marque dès l'entrée en magasin. Une cliente, quand elle rentre dans une boutique, doit ressentir toute l'expertise de la marque, souligne la dirigeante. Mais au-delà du concept, c'est surtout l'expérience qui évolue. Yves Rocher accélère le déploiement de dispositifs de diagnostic conçus pour professionnaliser le conseil et renforcer la crédibilité des recommandations. Le diagnostic de peau gratuit est en cours de généralisation à l'ensemble du réseau. À partir d'une photographie du visage, un outil analyse 22 paramètres permettant aux conseillères d'affiner leurs recommandations. Ce dispositif s'accompagne d'un programme de formation interne baptisé Insight qui vise à mieux comprendre les habitudes de vie et les attentes des clientes.
La même logique est appliquée aux capillaires. Après un test concluant dans une dizaine de magasins, un diagnostic capillaire a été déployé dans 50 points de vente. Les résultats sont significatifs. On observe un panier moyen qui augmente d'environ 30% grâce à ce diagnostic. Ces produits ne visent pas à remplacer l'humain, mais à le renforcer. L'élément central reste l'humain. Les outils viennent enrichir le diagnostic des conseillères, insiste la dirigeante. Cette stratégie repose sur un actif clé de la marque, son réseau d'instituts avec 2000 cabines, 6000 conseillères esthéticiennes et 1,5 million de clientes et 5 millions de prestations réalisées chaque année. Yves Rocher dispose d'un levier unique pour ancrer son expertise dans le retail. En parallèle, l'enseigne repense ses espaces. Une table expérientielle conçue comme un lieu d'échange et de test a été déployée dans une dizaine de magasins. Un corner mobile sera installé dans l'ensemble du réseau à partir de septembre afin de démocratiser cette expérience sans attendre la rénovation complète des points de vente. Sortir d'une fidélité transactionnelle pour recréer du lien. Deuxième transformation majeure, la refonte du programme de fidélité. Historiquement, celui-ci reposait sur une mécanique simple et très transactionnelle, avec un bon de réduction unique, un modèle hérité de l'ADN VPC de la marque, fondé sur la promotion ou les incitations à l'achat. Mais ce modèle montre aujourd'hui ses limites. Dans un environnement où les coûts d'acquisition explosent, la fidélité ne peut plus se résumer à une logique de remise, comme le font également dans d'autres secteurs. On a voulu faire évoluer notre programme pour le rendre plus émotionnel et plus expérientiel, explique Julie Rosenkrantz. Le nouveau programme lancé en avril introduit 3 piliers, 750 000 et 3000 points et multiplie les options de récompense, produits, accessoires, soins en institut, mais aussi engagement environnemental. Les clientes peuvent désormais choisir entre plusieurs bénéfices. La marque intègre notamment la possibilité de planter un arbre ou de faire un don à la Fondation Yves Rocher, traduisant sa volonté de relier fidélité et engagement. Mais la rupture la plus significative réside dans le lancement à partir de septembre d'un volet expérientiel. Les expériences nature permettront aux clientes de participer à des activités co-construites avec des associations dans une dizaine de villes de France, notamment aux côtés des lauréates du programme Terre de Femmes. Cette évolution marque un tournant stratégique. Elle vise à transformer la fidélité en levier relationnel dans un contexte où la préférence de marque devient déterminante. Une fois qu'une cliente entre chez nous, notre intérêt est de la fidéliser et de créer une préférence de marque, ajoute ou rappelle la dirigeante. Adapter l'offre pour répondre à la pression sur le pouvoir d'achat. Troisième pilier de la transformation, l'offre produit. Si Yves Rocher s'est toujours positionné comme une marque accessible, la pression actuelle sur le pouvoir d'achat oblige à renforcer encore cette dimension. L'enseigne lance ainsi une nouvelle gamme baptisée Essentiel Beauté, positionné sur des prix d'entrée, vernis à 4,99 €, mascara à moins de 10 €, baume lèvres ou format réduit. L'objectif est de proposer des produits efficaces à des prix attractifs. Qu'elle dépense 5 € ou 50, l'important est qu'elle vienne chez nous plutôt qu'ailleurs, résume Julie Rosenkrantz. Cette stratégie s'inscrit dans une logique plus large. Elle permet à la fois de recruter de nouvelles clientes, de répondre aux arbitrages budgétaires et de préserver les volumes dans un contexte de consommation sous tension. Elle illustre aussi un enjeu plus profond, faire évoluer le modèle historique sans le renier. Yves Rocher reste en effet fortement structuré autour d'un modèle promotionnel, hérité de la vente par correspondance, un levier toujours central mais qui doit être aujourd'hui repensé. La marque l'assume, la promotion restera un pilier de son modèle, mais elle réfléchit à faire évoluer sa politique commerciale pour mieux équilibrer attractivité-prix et création de valeur. Derrière ces 3 transformations se joue en réalité une évolution plus profonde du modèle Yves Rocher, historiquement construit sur la VPC, puis sur un réseau de boutiques denses. Le groupe doit aujourd'hui composer
Avec un environnement omnicanal, une concurrence accrue et des attentes clients plus complexes, le digital joue un rôle clé dans cette transition. Yves Rocher revendique la 3e place sur l'e-commerce beauté en France et a récemment relancé son application avec un objectif d'1 million d'utilisatrices actives d'ici fin 2026. Mais l'enjeu dépasse la performance digitale. Il s'agit de construire un parcours client cohérent où magasins, sites et applications fonctionnent de manière complémentaire. La cliente ne raisonne plus par canal, elle raisonne par parcours, souligne la dirigeante. Avec plus de 600 points de vente, une production majoritairement française, près de 95% des soins sont fabriqués en France. Il y a un ancrage historique à la Gacilly, où la marque exploite 110 hectares de champs bio. Yves Rocher dispose d'atouts solides pour porter cette transformation. Reste que le défi est de taille. Entre acteurs digitaux, enseignes spécialisées et nouvelles marques, la concurrence n'a jamais été aussi forte. Dans ce contexte, Yves Rocher tente de redéfinir son positionnement en combinant expertise, accessibilité et engagement, une stratégie qui vise à maintenir son leadership, mais aussi à prouver que son modèle, profondément ancré dans le retail physique, peut encore évoluer et rester compétitif dans un marché toujours plus compétitif. Amazon annonce qu'il va investir plus de 15 milliards d'euros en France sur 3 ans, à lire sur fashionNetwork.com en date du 5 mai. Le géant américain de l'e-commerce Amazon a annoncé mardi investir plus de 15 milliards d'euros en France sur 3 ans, avec à la clé la création de plus de 7000 emplois en CDI, selon un communiqué de presse. Ces montants seront injectés dans la construction de nouveaux sites logistiques, le développement des capacités de cloud et d'intelligence artificielle, ainsi que la consolidation du réseau existant, a précisé Amazon. Cet investissement est le plus gros dans le pays à date, souligne Amazon, qui rappelle que depuis 2010, l'entreprise a investi plus de 30 milliards d'euros en France. Les créations d'emplois débuteront dès 2026 avec l'ouverture prochaine de 3 centres de distribution selon le logisticien. 1000 CDI seront créés à Illiers-Combray, 1000 également à Beauvais et 3000 autres à Colombier-Saunieux, dans le Rhône. Et enfin, en 2027, sera lancé un centre de distribution à Inshine, dans le Haut-Rhin, entraînant la création de 2000 CDI, indique Amazon. Ces investissements se traduiront par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France, et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité, a déclaré Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France, cité dans le communiqué. Ils bénéficieront directement au territoire avec plus de 7000 emplois en CDI créés et aux entreprises françaises qui s'appuient sur notre place de marché, nos technologies et nos solutions cloud et d'IA pour se développer, s'est-il encore réjoui. Créé en 1994, Amazon mise depuis longtemps sur la France, le 3e pays à l'international où il s'est lancé en dehors des États-Unis après l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.